La Namibie. Une fois et demie plus grande que la France, avec seulement 2 700 000 habitants, elle est un des pays les moins peuplés du monde. On y vient pour la sensation d'espace et de solitude qu'on ressent souvent en voyageant à travers ces paysages. Pays d'Afrique australe, reconnu pour ses panoramas spectaculaires et sa faune sauvage exceptionnelle, bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, elle partage ses frontières avec l'Angola, le Botswana, l'Afrique du Sud et la Zambie. Le premier contact avec la Namibie, c'est l'immensité. L'immensité. La route. Encore la route. La piste plutôt. Les pistes même. Des pistes, il y en a de toutes sortes. En gravier, en sable, avec des bosses ou sans. Des pistes, rouges, blanches ou grises. La piste, sur des kilomètres. Des kilomètres à portée de vue, sans voiture. Ou presque. Silhouettes éphémères, dont les phares apparaissent puis se dissimulent derrière des nuages de fumée, ces pistes offrent aux voyageurs des longues traînées de poussière qui s'envolent, portées par les vents, noient les poursuivants dans un brouillard intense, attaquent les véhicules et disparaissent. Les paysages paraîtront rudes à qui n'aime pas les grands espaces et le vide à portée de vue. Pour nous, ils chantent de plaisir et revêtent des couleurs, des changements infimes, des nuances complètes dans la palette de ce que nous apprécions. Ils nous font sentir ailleurs, pas seulement ici, mais ailleurs dans le temps. Les bords des pistes sont aussi l'occasion de halte et d'apaisement dans ces paysages qui défilent. Peu à peu, les reliefs se transforment. Nous sommes partis de Windhoek ce matin, en direction du sud, vers Rehoboth, pour rejoindre Sesriem. Alors que notre GPS nous indique de poursuivre, nous tournons vers l'ouest. Cette piste doit nous amener à Sprich-Shotjepass. C'est le bon choix. C'est là où il fallait aller. Aucun doute, notre manière de voyager en nous perdant sur des chemins parallèles nous emmène quasiment toujours vers des pépites. Nous croisons d'abord quelques habitations isolées, puis le vent se lève. Puissant, chaud, il caresse les herbes hautes, les plie, les fait tanguer de droite et de gauche au rythme d'une danse que lui seul connaît. Il donne à ce paysage immobile la magie d'une vie qui lui est propre et partage avec nous ce moment fugace pendant lequel les éléments se complètent, se rassemblent pour offrir le plus beau et le plus simple des spectacles. Le Sprich-Shotjepass. C'est un col de montagne spectaculaire, mais aussi l'un des plus raides et plus impressionnants de Namibie. Construit dans les années 1950 par un fermier allemand, Nicolas Sprit, cela lui a donné son nom. Depuis le sommet, à 1800 mètres, la vue sur les plaines du Namib est à couper le souffle. Le paysage y est grandiose et typiquement namibien.
Devant nous, un panorama vertigineux sur les plaines arides du Namib s'étend à perte de vue. En contrebas, les tons changent, ocre, rouge, doré, avec parfois des silhouettes de montagnes lointaines floutées par la chaleur. Le contraste entre les hautes terres verdoyantes et les étendues désertiques en bas est saisissant. On a vraiment l'impression de plonger du plateau vers le désert, dans un paysage encore vierge et silencieux. Le bas du col se situe autour de 300 à 400 mètres d'altitude, ce qui signifie une descente de près de 1400 à 1500 mètres sur une courte distance. C'est l'un des passages routiers les plus abrupts du pays. La descente est tellement raide, avec des virages serrés et une pente qui peut atteindre 25%, que par mesure de sécurité, certains véhicules y sont interdits à la montée. La route se poursuit encore et nous roulons dans ce décor du désert du Namib. Par instants, nous croisons des habitations fugaces, presque surnaturelles, comme ce saloon de la dernière chance, à côté duquel une reproduction de fusée russe est plantée dans le sol. Les kilomètres défilent et notre prochain arrêt est un restaurant, une station essence, un bar, une étape. Le bar, le lieu, s'appelle Solitaire. Oui, Solitaire, en français dans le texte. Ils se vantent de faire les meilleurs apple pie du sud de l'Afrique. Il est surtout une étape sur une piste, au milieu de rien. Encore quelques kilomètres, c'est la fin de journée. Nous accélérons pour ne pas monter notre camp dans l'obscurité. Le soleil se couche à 18h30 et là où nous allons, les seules lumières devraient être celles des étoiles. Nous avons de la chance. Ce vent qui nous a poursuivis toute la journée housse les nuages, les chasse, les étire. Et derrière ces rideaux qui s'ouvrent, le soleil nous gratifie des plus belles couleurs avant de disparaître derrière l'horizon.
Nous installons notre campement, préparons un feu pour le brai, le barbecue local. Nous nous posons finalement dans le plus grand des silences et préparons nos souvenirs pour notre première nuit namibienne. Walking on water through a desert. Did I see you, my beloved? C'est reparti. Il faut se lever tôt pour entrer dans ce parc national et profiter des plus beaux éclairages. À l'aube, les rayons du soleil rasent la terre et projettent des ombres impressionnantes, renforçant les contrastes de la moindre déclivité, de la plus petite dune. Ça y est, le désert est à nous. Nous roulons sur 60 km vers Deadvley, un site emblématique situé dans le parc national de Namib-Nokluft. Deadvley, cela signifie marée mort. C'est une cuve d'argile blanche située dans le désert du Namib, à proximité de Sossusvlei. Deadvley est surtout l'un des lieux les plus photogéniques et irréels de la Namibie, sinon du monde. C'est un désert figé dans le temps, entre vie et mort, silence et lumière. Nous rentrons aussi dans le domaine des plus grandes et hautes dunes du monde. Le père de toutes ces dunes, Big Daddy, 325 mètres de dénivelé entre sa base et son sommet, c'est l'une des plus hautes dunes du monde. Elle fait partie des dunes fossiles du Namib, formées par l'accumulation de sable transporté par le vent pendant des millions d'années. Sa couleur rouge intense vient de l'oxydation du fer dans le sable. Plus la dune est ancienne, plus elle est rouge. À 5 km du fond de la vallée, nous laissons notre voiture et empruntons un 4x4 avec un chauffeur professionnel. Cette dernière étape se parcourt en effet dans un sable très profond, fatal aux conducteurs inexpérimentés. Nous avons vu de nombreux audacieux occupés à pelleter pour dégager leur propre véhicule. Dans le désert, l'humilité est la meilleure des qualités. Nous voilà au pied de Big Daddy. Le vent souffle terriblement, le vent est bien là. En quelques minutes, nos vêtements, nos corps, baignent dans un bouillon de sable rouge et fin. Le vent envoie des grains, balaie les sommets en une longue crinière rousse qui s'élance hardiment dans le ciel bleuté de cette matinée chaude et ensoleillée. Il est 9h du matin, il fait 30 degrés. Il faut 1 kilomètre avant d'atteindre notre destination. Il y a quelques touristes comme nous, mais nous éprouvons toute la force et la profondeur que ce lieu dégage. Les éclairages sont magnifiques. Et le fouet du vent nous plonge en nous-mêmes, renforce la solitude que nous procurent les éléments, bouleverse nos perceptions. L'ascension d'une dune, ce n'est pas rien.
Les pieds s'enfoncent, le souffle est court, le dénivelé est impressionnant. Et le chemin unique, la ligne de crête. De loin, les visiteurs qui s'attaquent à la montée ressemblent à des cordées alpines. Il s'agit bien d'une vraie ascension. On se bat pour rester debout. Le sol s'échappe sous nos pieds qui s'enfoncent, glissent, ne trouvent pas de prise suffisante. Cette crête est vraiment étroite. À son sommet, nous prenons le temps. Nous ne serons ici qu'une seule fois dans notre vie. Au lieu de courir vers la destination suivante, nous regardons autour de nous, essayons de vivre pleinement cet instant. Nous emplissons nos regards et notre mémoire de toutes ces informations si précieuses et uniques. Le vent nous bouscule, nous chahute. La chaleur n'est plus perceptible, mais nous sommes bien au cœur d'une gigantesque et magique soufflerie. Frappés, soufflés, projetés, nous n'arrivons simplement plus à attacher nos vêtements. Les traces de nos pas s'effacent en quelques minutes. Nous nous donnons l'impression d'être pleinement vivants, fragiles et puissants tout en même temps, joyeux et mélancoliques, profondément chanceux d'être aujourd'hui au cœur de cet environnement unique. C'est aussi la récompense, la descente en courant. Nous nous y engageons résolument et glissons tels des surfeurs maladroits dans une avalanche de sable liquide et chaud. Plus bas, le site même de Deathville. Le sol est craquelé et blanc, formé d'argile desséchée. Au milieu se dressent des arbres morts, des acacias camelthorne, morts depuis plus de 900 ans. Ils ne se décomposent pas à cause de la brutale et soudaine et extrême sécheresse qui les a pétrifiés pour l'éternité il y a des siècles. Les couleurs sont spectaculaires, sol blanc, tronc noir, dunes rouges et ciel bleu intense. Nous sommes en plein cœur d'un tableau naturel, peint par la nature, dans son intime simplicité. Ça y est, c'est fini. Il faut repartir. Reprendre la route dans ce désert namibien et retourner au camp où nous avons dormi la nuit dernière. Début d'après-midi, plus personne. Il fait chaud. Tout le monde s'est évaporé. Nous avons le sentiment d'être seuls au milieu de ce paysage figé par le temps. Nous allons en profiter. Et toujours des dunes. Moins grandes que Big Daddy, mais toujours impressionnantes. Le vent qui s'est encore renforcé leur arrache des poussières de cette éternité mouvante. Nous font comprendre que la marche du monde lui-même, rien n'est stable, tout est en mouvement, rien ne dure, tout disparaît, puis se crée à nouveau. Nous faisons partie d'un cycle, certains endroits sont plus habiles à nous en faire prendre compte.
Quelques rares arbres survivent encore, arrachent le peu de force dont ils ont besoin pour exister à cet univers rude et brutal. Symbole de résilience et de courage, ils bravent fièrement ces terres arides et proposent une ombre réconfortante à ceux qui sont prêts à les écouter. Soudain, au milieu du rien, une forme apparaît de temps en temps. Ici, c'est une autruche. Elle semble insensible à cette solitude, à ce désert qu'elle parcourt et traverse. Elle nous regarde de loin, un peu méprisante, un peu étonnée de voir de si fragiles visiteurs parcourir son univers et son jardin. Nous ne faisons pas partie de sa vie. Elle poursuit sa route, son pèlerinage peut-être. Étrange animal, si familier semble-t-il, et cependant tellement libre. Cette journée, quel bonheur. Retour au camp, détente. Le ciel est totalement clair. Nous sommes prêts pour notre deuxième nuit namibienne. C'est une longue route aujourd'hui, 350 km. Le GPS dit 4h30, comptons plutôt sur 6 heures. Imaginons en France que nous devions rouler de Marseille à Lyon d'une seule traite, que nous soyons dans un désert, qu'il n'y ait qu'une ligne quasiment droite, dans le plus grand vide. Imaginons que sur cette distance, on ne croise qu'une vingtaine de véhicules, qu'il n'y ait aucun réseau, aucun garage, aucun arrêt, juste le désert. C'est cela, notre journée. Le 4x4 c'est indispensable ici. Un gros moteur, un gros calibre et honnêtement, on fait les malins. Mais là, sur la piste, la voiture avance mais les roues flottent en survolant cette matière solide et liquide à la fois. Elle balance son corps d'acier d'un côté puis de l'autre, donne à ses occupants la sensation de virer de bord très souvent. Plus la vitesse augmente, plus la sensation est forte et présente. Trying to work their way to find salvation. Nous sommes toujours dans le désert du Namib. 3 couleurs, 3 contrastes forts le caractérisent aujourd'hui. L'or, l'ocre et le brun. L'or, c'est la couleur de l'herbe du végétal qui s'étend sur l'ensemble du parcours. Ondoie sous le vent, brûle sous le soleil, nourrit les paysages de cette touche si particulière au vivant. De près, c'est un vert très clair. De loin, avec le soleil brûlant, couché sous tous les reliefs, le vert tendre devient doré et part le panorama d'une touche magique. L'ocre, c'est la terre. Ce sont des touches de peinture qui soulignent les parties entre le vertical et l'horizontal. C'est là où la flore ne prend pas. C'est là où les aires géologiques se décomposent à l'air libre. Le brun, c'est la roche, la matière même de la fin des temps qui s'expose en plein air et émerge des profondeurs du monde pour faire un tour à l'extérieur. Et il faudrait rajouter une 4e couleur pour être exact, le bleu. Bleu, comme ce ciel sans nuages. To hold a sword of words that never leave you. The belt of truth to lead them to salvation. Shoes of peace of their beautiful feet. Après 2 heures de conduite, nous arrivons au panneau qui signale le passage du tropique du Capricorne. 23,3 degrés de latitude au sud, c'est la limite australe où le soleil peut se trouver au zénith, à 90 degrés avec la Terre, lors du solstice de décembre. On s'arrête, photo. Une heure après, nous rentrons dans un autre parc national qui dénote avec le reste. La route serpente entre des concrétions, des petits canyons. On cherche de l'eau. On cherche encore.
We gonna ride it on the heart. We gonna ride it on the heart. Forever. We will follow you. We gonna ride it on. Puis route vers la côte. Et là, des kilomètres de vide et de répétition. Un enfer pour les insomniaques. Niveau végétal, on l'a décrit, l'herbe est dorée. Quelques arbres rachitiques combattent farouchement pour exister dans cette sécheresse. Niveau animal, scarabées et sauterelles géantes sont au rendez-vous. Une autruche aussi. Elle balance son corps de gros poulet à l'horizon, seule dans le vide total. Comment vit-elle ? Bonne question. Trying to work their way to find salvation. And the sound. L'air s'est adouci et nous perdons des degrés à vue d'œil. Une odeur iodée arrive maintenant jusqu'à nous. Légèrement humide, elle imprègne le sable avide d'eau depuis des kilomètres dans les terres. Les derniers kilomètres nous verront longer des dunes géantes qui s'arrêtent au bord de l'océan. Retour à la civilisation, retour au bitume. Nous arrivons au bord de mer donc, mais cela, c'est une autre aventure. On va se l'avouer dès le départ, cette journée ne sera pas sous le signe éco-friendly. D'ailleurs, un tel voyage peut-il l'être ? C'est un de ces jours qui nous rendent heureux et profondément reconnaissants de tout ce que nous avons pu voir dans nos vies. Un de ces moments qui nous font souhaiter que les enfants puissent, eux aussi, à leur tour, découvrir le monde, sa richesse et sa diversité, bien qu'évidemment il y a un coût. Financier bien sûr, écologique, absolument. L'immensité des paysages que nous parcourons peu à peu depuis des années nous encourage cependant à poursuivre tant ils sont des émerveillements. Mais que s'est-il passé aujourd'hui alors ? Levé tôt à 6h15 pour être au rendez-vous attendu. Nous roulons avec un groupe pendant une quarantaine de minutes vers une langue de sable qui plonge en plein océan. D'un côté, celui-ci chahute des vagues impressionnantes qui viennent s'abattre avec violence contre la grève. De l'autre, une anse au clapotis léger. C'est le même endroit, le même Atlantique, mais deux ambiances. Roulant vers cette destination, notre programme sera du kayak au milieu d'une colonie d'otaries. Oui, une colonie d'otaries. Celle-ci est totalement sauvage et des milliers d'individus sont étendus sur le sable, profitent du soleil pour dormir. Tandis que des centaines d'autres jouent dans la mer, se tortillent, sautent, cabriolent avec innocence. Élément que l'on ne perçoit pas dans les documentaires animaliers, c'est le parfum. Ici, on fait face à un nombre incalculable d'individus. Bien qu'ils aillent dans l'eau plusieurs fois par jour, ils ne doivent pas très bien se frotter sous leurs petites papates. Et trêve de plaisanterie. Nous arrivons, nous débarquons les kayaks, nous nous équipons et il faut se jeter à l'eau. C'est avec un peu d'appréhension, il faut le reconnaître, et on nous voit facilement avec des visages un peu tendus. On peut être blasé de tant de choses, mais tant qu'on ne s'est pas retrouvé dans un banc de centaines d'otaries qui viennent vers nous, sautent, chassent notre embarcation pour jouer, mordent nos pagaies, virevoltent dans un balai grondant, on ne peut pas comprendre réellement. Il n'y a aucun danger bien sûr, mais un léger stress et de l'excitation bien légitime. Au bout de quelques minutes, certaines, moins timides, montent même sur le kayak. Formidable. Au milieu des otaries. On va en baie de Somme, on passe notre temps à en chercher quelques-unes à l'horizon et là elles sont des centaines. Et la matinée s'écoule ainsi en un éclair.
Ces mignonnes petites têtes velues aux yeux profondément sombres sont des bébés en vérité. Les mères, elles, sont parties chasser et reviendront les nourrir à la tétée au bout de quelques jours. Quand? On ne sait jamais vraiment. Sur la grève donc, la colonie avec quelques adultes, des jeunes, des bébés. Dans l'eau, les bambins qui s'amusent, et nous aussi finalement. Plus décontractés, nous faisons la course pour les attirer et caressons de nos pagaies, les leur donnons un mordiller. Nous les entraînons à faire des figures rien que pour nous. Prise de confiance, elles aussi, elles sont plus fidèles, montent à bord, descendent, remontent. Et le temps va passer comme un éclair. Pagayer un peu. Détendu. Qui remonte. Ah oui, et oh, le duc, tu m'attaques, tu m'attrapes ma... Voilà, c'est le moment de rentrer, de sécher un peu, d'archiver tous ces beaux souvenirs dans un coin de notre tête. Un peu plus loin, sur le sable, un petit cherche sa mère. Quelques images encore, puis nous reprenons le 4x4 et roulons à nouveau vers Walvis Bay. The war was lost, the treaty signed. La route reprend et passe par les mines de sel de Walvis Bay. Across the C'est un des plus grands sites de production d'Afrique, plus de 700 000 tonnes de sel par an. Les bassins d'évaporation salée forment des rectangles colorés allant du rose vif au vert émeraude, selon la concentration en sel et les micro-organismes présents. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. L'après-midi sera différente donc. Sandwich Harbor, c'est ce lieu mythique dans le pays où des dunes de 65 millions d'années rejoignent et plongent dans l'océan. Le nom serait d'origine coloniale et n'a rien à voir avec la nourriture. Il évoque plutôt l'histoire maritime de cette côte isolée, autrefois fréquentée par les chasseurs de phoques, baleiniers et explorateurs européens. Nous pensions que ce site serait un peu galvaudé. Quelle erreur! Le désert finit sa course ici. Il s'intègre à un autre désert sur des milliers de kilomètres aquatiques. Quelle transition! Le solide et le liquide, à perte de vue. Our little lives, the clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck our soldiers played, the stones we cut, the songs we made, our love peace, which understands. Les dunes sont immenses. Tout s'élève, s'abaisse, se contorsionne sous la pression que les siècles et les vents leur ont donnée. En comparaison, la dune du Pilat, chez nous, est une tendre fillette dont les pieds se mouillent dans un gentil lac salé. Ici, sur des dizaines de kilomètres, des montagnes glissantes, d'un sable rouge orangé, sont uniquement accessibles en 4x4 et avec des guides indispensables pour ne pas se faire prendre au piège des dunes et des marées océaniques. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. There's truth that lives and truth that dies. C'est reparti avec le sable et nos pieds qui s'enfoncent. Never mind.
On est des enfants sur une plage dont les châteaux nous dépassent. Ils nous écraseraient presque si l'apparente légèreté, malgré leur structure imposante, n'avait pas été sculptée avec délicatesse par le souffle du temps et des courants aériens. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. Never mind. Never mind. Ce paysage n'est pas accessible à tous, cependant. Et il est bien possible que peu de locaux y aient vraiment posé leur regard. Car on est bien au cœur d'un parc national dont la seule route qui y mène n'existe pas. Elle se trace sur des kilomètres, par la puissance des 4x4 qui gravissent leurs pentes, roulent dans l'océan, dévalent des pistes impressionnantes. Ils font leurs traces jour après jour, avant qu'elles ne s'effacent à la nuit tombée. Through layers of time, you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from Et seuls quelques pilotes initiés savent jouer avec ces espaces gigantesques. Les nôtres servent accessoirement de guide aux équipes de tournage du monde entier. the war was lost. The treaty signed. I was not caught. I crossed the line. I was not caught. Though many tried, I live among you, well disguised. It's great. Incroyable. Mais qui viennent tourner des films ici alors? Évidemment, des productions qui méritent ce genre de paysage. Dune 2, le deuxième opus, c'était bien là. Comme le dernier Mad Max, Fury Road. Et précisément, avec nos guides. Comme guides. Que l'on aime les sports mécaniques ou non, que l'on soit pour ou contre ces gouffres écologiques, on ne peut qu'admirer la précision de nos chauffeurs et le savoir-faire technologique qui propulse ces vaisseaux d'acier dans cette matière glissante et si imprévisible. Quand les moteurs vrombissent, pour escalader des pentes à peine croyables, cela ne s'entend pas uniquement, cela se ressent directement dans notre corps. La voiture s'enfonce dans le sable, glisse, dérape, force et s'extrait enfin dans un souffle puissant. Et oui, les moteurs soufflent. La pression des pneus est inférieure à 1 bar, assurant le grip indispensable à gravir les pentes que nos pieds seuls ont du mal à conquérir.
Mais derrière ces accessoires modernes de conquête de l'espace désertique, il y a les paysages. Et là, on ne regrette rien. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut voir des dunes de sable gigantesques tomber à pic dans les vagues, formant un paysage à la fois brutal, élégant et irréel. Le sable y est d'un ocre intense, presque rouge au lever ou au coucher du soleil, et forme des crêtes sinueuses sculptées par le vent. Certaines dunes atteignent plus de 100 mètres de hauteur, dominant les marais en contrebas. Entre ces géants de sable s'étendent parfois des lagunes temporaires, des marais salants ou des dépressions sablonneuses balayées par les brises marines. Sauf s'il en est que des incidents peuvent arriver même aux professionnels, l'un des véhicules de notre caravane tombe en panne. Le système D et la solidarité sont alors indispensables. Un peu de patience et d'humour ne sont pas de refus non plus. La rencontre entre l'eau et le sable crée un contraste saisissant. Bleu profond de l'océan, blanc brillant de l'écume, or rouge du désert et parfois le rose subtil des oiseaux, notamment les flamants. Tout semble mouvant et silencieux, presque lunaire. C'est un paysage de pur contraste, d'une beauté sauvage où l'on ressent toute la puissance des éléments. Le vent, le sable, l'eau, en perpétuel mouvement. Un lieu inoubliable, hors du temps et du monde. Un grand moment de notre voyage. No sleepwalking, don't keep me apart. En quittant la petite ville colorée de Swakopmund par la route littorale, difficile de faire abstraction de ce que l'on met généralement en périphérie. Les classes défavorisées, les pauvres, et un peu plus loin, les bidonvilles. Malgré une apparente propreté, caractéristique de la Namibie, ces habitations de bouts de bois, de morceaux de tôle bouillante alors qu'il fait 35 ce matin, de tissus qui volent au vent, reflètent une réalité bien plus flagrante que ce que nous avons pu voir depuis notre arrivée. La vie est profondément compliquée pour une grande partie de la population namibienne, c'est dur à voir, mais cela nous impose la plus pure humilité et le plus grand respect. Difficile de passer comme ces touristes qui ont tout, au milieu de ces vies difficiles. Nous ne nous arrêtons pas, ne voulons pas tomber dans le voyeurisme et continuons notre chemin. Nous roulons à nouveau dans un environnement de désert. Notre destination se trouve en montagne, le Spitzkoppe. Normalement, 2h30 de route, mais cela prendra bien plus de temps. Par montagne, notre imaginaire occidental se fait une vue très précise. Évidemment, ailleurs, ici, c'est différent. Le Spitzkoppe est pourtant souvent surnommé le Cervin de Namibie. C'est l'un des sites naturels les plus emblématiques du pays. Après avoir suivi le bord de mer, nous tournons à 90 degrés vers l'est. Et ce qui nous paraîtra être un rocher à l'horizon, un point du décor que nous aurons comme cap pendant 1h30, est en fait la destination. Notre route, revenons-y, n'est pas longue sur le papier. 175 km. Une fois quitté le bord de mer, la piste que nous suivons est oppressante de vide. Du désert, encore plus de désert. 90 minutes à rouler, une voiture croisée en sens inverse, une qui nous double, c'est tout. Un pas dehors, et on étouffe. Le soleil cuit, la bise voudrait être fraîche, elle est en fait la laine d'un séchoir à cheveux. On se prend à espérer de ne pas crever et devoir changer de roue dans ce décor. Et puis, notre GPS
patauge complètement. On devrait aller vers un lodge en montagne, mais avant, trouver une rando repérée et conseillée. Forget it la rando, trop chaud. Direction le lodge alors, et on avisera. Mais l'électronique n'est pas avec nous. Le Spitzkoppe, c'est un massif granitique spectaculaire situé entre Swakopmund et Oezakos dans le désert du Namib. Il culmine à 1728 mètres, soit environ 700 mètres au-dessus du désert environnant. Il est âgé de plus de 120 millions d'années, vestige d'un ancien dôme magmatique érodé. Les roches lisses et arrondies ont des teintes allant du rose au brun chaud qui s'embrasent au lever et au coucher du soleil. Le Spitzkoppe abrite de nombreuses peintures rupestres réalisées par les San, des Bushmen, notamment dans des abris rocheux. Ces œuvres témoignent d'une présence humaine ancienne et d'une vie de chasseurs-cueilleurs dans cette région aride. Nous roulons pendant des kilomètres, fatigués de cette chaleur harassante et n'en voyons pas la fin. Mais entre-temps, nous sommes passés du niveau de la mer à 1100 mètres d'altitude. Et cela, tout en ligne droite. Enfin, ça y est. Après nous être égarés 2 ou 3 fois, nous arrivons à ce très beau lodge dans un environnement superbe. Nous sommes dans une sorte de réserve privée. Et d'ici, nous allons pouvoir partir explorer les environs à pied, découvrir les très beaux paysages que nous propose cette fin de journée. Et alors que la fin de journée arrive, la chaleur retombe progressivement. Comme les ombres qui s'allongent derrière ces reliefs érodés par le temps, le soleil plonge doucement vers l'horizon. Il nous laisse profiter de ces derniers moments en pleine contemplation sur l'un de ses plus beaux spectacles. Une soirée dans ce lodge, tranquille, un verre de vin blanc dans la main. Nous voilà prêts
pour cette 5e nuit namibienne. Dans les voyages, nous le savons, il y a des journées découvertes et des journées plaisir. Et il y en a d'autres qui servent plus au transfert d'un endroit à l'autre. C'est le cas aujourd'hui. 6 heures de route, 2 pistes. Les paysages sont semblables à ceux que nous avons déjà croisés. Mais il faut avancer, aller plus loin, encore. Alors pas de grande réflexion aujourd'hui sur le monde, l'espace et le temps. Les idées qui nous viennent naturellement pendant la journée étaient absentes. Juste un petit peu de lassitude, de fatigue. « 250 km parcourus aujourd'hui, c'est rapide et en même temps, c'est plus de 5 heures de navigation dans les grands espaces. 15 km seulement sur le bitume. Le reste sur des pistes, dont quelques-unes majoritairement en sable. Nous sommes habitués à la piste maintenant et nous pouvons rouler bien plus vite. Au-delà des panoramas, toujours gigantesques, quelques images auront marqué notre journée, quelques anecdotes. Comme cette dameuse qui refait les pistes et que nous voyons souvent. Comme ces cyclistes à des kilomètres de toute habitation, en pleine chaleur. Comme ces troupeaux qui traversent, comme ces oueds desséchés que nous franchissons prudemment. Nous passerons quand même par 3 types de décors différents, pour aboutir progressivement à un univers beaucoup plus vert avec des arbres, des taillis. On fait la route vers la région du Damaraland, réputée pour ses rhinocéros et ses éléphants. Si on voit l'un d'eux, les locaux nous estimeront vraiment chanceux. Signe que nous arrivons à proximité d'un site touristique majeur en Namibie, une route bitumée apparaît d'un coup, comme par magie, de nulle part. Elle paraît neuve, et forme dans ce décor une trajectoire rectiligne incongrue, mais bienvenue. Nous allons la suivre pendant quelques kilomètres. Premier arrêt de cette journée d'expédition, Burnt Mountain. C'est une curiosité géologique située dans la région de Damaraland, au nord-ouest de la Namibie. La montagne s'est formée il y a environ 120 millions d'années, à la suite d'une activité volcanique soudaine. Des couches de châle noir, de basalte et de cendres volcaniques ont été comprimées, chauffées, puis exposées à l'érosion. Ce mélange de sédiments et de lave refroidie explique l'aspect strié et coloré de la colline. Au lever ou au coucher du soleil, ces roches sombres prennent alors des reflets rouges, noirs, violets ou bleus, comme si elles avaient été carbonisées. C'est de là que vient le nom, Burnt Mountain. En toute honnêteté, cela ne nous a pas fait un effet extraordinaire. Vu du sol, ce paysage désolé, lunaire, dans un environnement légèrement aménagé pour ce qui semble pouvoir être des parkings touristiques, nous a plus donné une impression de terrain vague un peu sale. Les vues capturées par le drone montrent un décor plus flatteur, mais sur un espace très petit quand même. Juste à côté, les orgues de basalte. Un paysage sculpté par la nature dans un petit canyon étroit, fait de lave cristallisée en colonnes hexagonales. Une manifestation des temps anciens, sur laquelle poussent des arbres d'un vert pur, comme des bonsaïs à même la roche. C'est à voir, sympa.
L'arrêt ensuite est plus étrange. On pourrait passer à côté par lassitude, mais c'est vraiment impressionnant. La forêt pétrifiée. Il s'agit de troncs d'arbres fossilisés, âgés de plus de 250 millions d'années, dispersés sur une zone désertique. Ces arbres ne poussaient pas en Namibie, mais ont été transportés par une crue gigantesque, probablement lors de l'ère du Permien, puis recouverts rapidement de sédiments. Au fil des millénaires, le bois s'est minéralisé, remplaçant les fibres végétales par du quartz. Résultat, ces troncs ressemblent encore parfaitement à du bois, avec leur écorce, leurs cernes et leur texture. Mais ils sont devenus aussi durs que la pierre, et certains troncs mesurent jusqu'à 30 mètres de long. C'est la dernière ligne droite, et là, quelle chance, on ne s'y attendait pas. Surgissant de la brousse, juste devant notre voiture, une famille d'éléphants traverse avec prudence, mais détermination. Ignorant les barrières sur les bas-côtés, ils font leur chemin, paisibles géants qui nous gratifient, en cette fin de journée, du plus beau des cadeaux. Ça y est, terminé la route. Une soirée encore en lodge, la dernière avant plusieurs jours. On se détend, on profite de l'ambiance, il fait bon, allez, à la nôtre. Cela va être long aujourd'hui, très long, plus de 400 km. Dont 100 déjà avant le prochain tournant. Sur notre route, totalement libres grâce à leur taille qui se moque des barrières de 4 mètres de haut qu'elles enjambent facilement, des girafes oscillent leur cou gracieux au rythme des feuilles qu'elles souhaitent déguster. Nous nous amusons aussi à répertorier les panneaux d'affichage inhabituels pour nous le long de la route. Mais c'est le début d'une autre phase de voyage. La visite de l'énorme parc national d'Etosha. Entre son entrée et notre lieu de bivouac ce soir, 180 km à parcourir. Au milieu des animaux, sans pouvoir sortir de la voiture. Car Etosha, c'est un parc intégralement clos, dans lequel vivent en liberté toutes les espèces de la Namibie. C'est l'un des joyaux du pays, et l'un des plus grands et spectaculaires sanctuaires animaliers d'Afrique australe. Le parc, à lui seul, couvre une surface de plus de 22 000 km², c'est presque la moitié de la Suisse. Pas d'habitants humains ici, nous ne sommes que des invités, il n'y a que des animaux. Notre premier contact avec le parc est assez déconcertant. Une fois les consignes de sécurité assimilées, ne descendez pas de votre voiture, on est laissé à nous-mêmes. Un vague plan nous permet de nous repérer, mais sur place, quelques pistes, peu de panneaux. Notre safari consiste alors à nous rendre d'un endroit d'observation à un autre, par nous-mêmes, en totale autonomie. Et là, encore, même si on croise un peu plus de véhicules que d'habitude, on est totalement seul.
Évidemment, au début, on a tendance à vouloir s'arrêter tous les kilomètres, comme si, les instants étant trop précieux, il nous fallait immortaliser chaque rencontre, et même celles qui deviendront les plus anodines. Nos premières observations sont faciles à réaliser. Zèbres, impalas, koudous sont les occupants les plus réguliers. Dans la plaine, le bush ou sur la piste, ils paraissent tranquillement, à peine dérangés par le bruit de nos véhicules. À ce rythme, le temps passe très vite, et les kilomètres, absolument pas. Il va falloir qu'on accélère un peu si on veut arriver à temps. On va changer de stratégie. La piste, c'est pour rouler, et on s'arrêtera uniquement s'il y a des choses à regarder. En théorie, ça marche très bien. Aller d'un point d'observation à l'autre, généralement des points d'eau qui attirent plus les animaux, c'est ce que l'on devrait faire. Dans la réalité, on n'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir, et la nature est superbe. Comment ne pas être fasciné par cette étendue à perte de vue, sans aucun relief, que parcourent des animaux sauvages depuis l'aube des temps? Comment ne pas vouloir profiter de ces silences profonds et de cette atmosphère si paisible, baignant dans un ciel bleu, que ne tranchent uniquement les rayons du soleil? En réalité, c'est notre safari, alors on fait ce qu'on veut. Commençons d'abord par profiter des animaux. Et justement, flottant au-dessus des arbres et des plaines, les girafes semblent être les plus graciles des animaux, et c'est une vraie beauté de les observer. Tellement calmes et attentives, elles paraissent surveiller le monde avec gentillesse et nous regardent toujours avec curiosité. Un peu plus loin, les zèbres, grands voyageurs de la savane, parcourent et s'étendent sur les plaines avec générosité. Ce sont sans doute les habitants les plus fréquents et les plus visibles que nous croisons. Parés de leurs pyjamas rayés, ces petits chevaux ont du caractère derrière leur apparence sociale. Toujours vigilants, ils ne prennent pas plus de risques qu'il n'est nécessaire et s'éloignent doucement dès qu'ils nous sentent trop près.
Partenaire indiscutable des zèbres, la famille des gazelles n'est jamais très loin de là. Difficile de croire que sur ces pattes si fragiles sont montés de véritables ressorts qui leur permettent de courir ou de s'amuser en toute liberté. En fin de saison des pluies, manifestement, certains espaces se recouvrent de graminées complètement rouges, superbes. C'est grâce à un pigment qui protégerait des UV, du sel, de la sécheresse et agirait comme répulsif pour les herbivores. Empruntant les pistes transversales, nous faisons route maintenant vers nos premiers points d'eau. Certains sont déserts, d'autres abritent des animaux. Nos dernières images du jour seront pour le gnou, et quelques zèbres encore. Ce magnifique animal, repas favori des lions, parcourt les plaines et les grands espaces herbeux. En groupe de temps en temps, souvent seul, il donne le sentiment d'être perpétuellement pensif, et promène son corps et sa musculature imposante, telle une lumière sombre qui brille sous le soleil brûlant. Nous arrivons enfin à notre lieu de campement, un ancien camp militaire en plein milieu de la plaine. Et celui-ci possède un point d'eau, autour duquel de sombres bruits vont nous bercer toute la nuit.
Une belle journée qui commence. Et notre 4x4 va courir les pistes vers l'est du parc. Nous allons longer le sud du Pan. Encore 200 km environ à faire, mais on a le temps. Heure après heure, les paysages et les espèces vont défiler devant nous. Le Pan. C'est un élément central et spectaculaire du parc d'Etosha. C'est un immense désert salin, plat, à la surface blanche, craquelée, presque irréelle, qui s'étend à perte de vue. On peut d'ailleurs le distinguer depuis l'espace. C'est une dépression de 120 km par 50, un ancien lac formé il y a des millions d'années, probablement alimenté à l'époque par le fleuve Okavango. Depuis, le lac s'est asséché. La majeure partie de l'année, il est sec, aveuglant de blancheur. Mais après de fortes pluies, une fine couche d'eau peut le recouvrir, créant un miroir naturel immense. Et en ce moment, le lac est sec. Sa texture reflète la lumière et aplatit l'horizon, formant ce mirage incroyable d'avoir une mer là où il n'y a rien. La visite d'Etosha se poursuit doucement, d'espèce en espèce. Nous parcourons le règne animal de ce parc avec plaisir et curiosité. Il n'y a pas de déception et tout nous ravit. Les gnous sont paisibles ici, par rapport au Serengeti, où ils couraient inlassablement d'un bout de l'horizon à l'autre. Cela renforce notre impression d'être une part de l'éternité de ce lieu, d'être les témoins privilégiés de moments simples, sans emphase, sans superlatif, sans besoin d'être perpétuellement sensationnel ou instagrammable. La vie au fond, tout simplement. Alors que nous avançons doucement d'un site à l'autre, nous alternons notre plaisir entre les animaux, la végétation et les paysages. Il fait chaud, mais l'air est doux et nous nous laissons porter par cette atmosphère décontractée. Nous oublions la voiture, le fait que nous ne puissions pas sortir et nous promener nous-mêmes dans cet environnement. Nous sommes dans un espace unique et nos esprits se sont laissés séduire depuis bien longtemps. Nous avons pris le temps d'explorer les points d'eau. Certains étaient secs, d'autres non. Tous n'étaient pas intéressants, mais ils ont en commun le fait qu'ils sont des lieux de rassemblement pour les animaux. Certains étaient occupés, d'autres non. Il aurait fallu attendre, hypothétiquement on a préféré continuer. Certains avaient une flore réduite au minimum, et d'autres fourmillaient d'essences, de bois, de fleurs totalement différentes. Tous étaient la preuve même de la diversité des évolutions dans ce parc. Majoritairement, on trouve des brouteurs d'herbes partout, springbok, koudou, dik-dik, gnou.
Plus exceptionnellement, des grands représentants comme les girafes, les éléphants. Partout, des insectes sautants, rampant, volant. Mais surtout, une famille que l'on regarde si peu et pourtant si variée, les oiseaux. Comme suspendu, le temps s'est arrêté. Une partie géante de 1, 2, 3 soleils vient de commencer. Des lionnes se promènent et toutes les espèces sont figées. Aucune autre bête ne bouge, que ces deux prédatrices traversant la plaine sûres de leur puissance. Tous les yeux sont posés sur elles, qui se découpent dans le soleil couchant, les nôtres, mais principalement les proies potentielles. Elles ne bougent pas, alors même que les lionnes ne sont parfois pas si loin. Le mouvement n'est pas un signe positif dans ce milieu. Il y a 3 zones, nous expliquait un guide avec qui nous sommes partis marcher dans le bush. La zone 3, je m'arrête de faire ce que je fais, de brouter, de me reposer, de jouer, j'observe. La zone 2, je suis debout, je considère la menace. La zone 1, j'agis, je dois fuir ou me défendre. Tous les animaux répondent à ces zones. Elles ont des distances différentes en fonction des interactions entre les espèces, mais tout le monde y répond également. La plus dangereuse, c'est la zone 1. Ce sont les dernières images de la journée alors. Il est temps de rejoindre notre campement. Et à nous de préparer notre 8e nuit namibienne. Autre jour, autre ambiance. Nous débutons par une marche dans le bush avec un guide. Frisson garanti, dit la brochure. Évidemment, il ne s'agit pas de nous lâcher seuls dans la jungle comme Tarzan. En vrai, la sortie ne nous a donné aucun frisson, mais on n'a vu aucune bête, mais à la place c'était vraiment intéressant. Notre guide était une source de lumière sur les plantes et les crottes, et particulièrement sur la pharmacopée que les natifs indigènes utilisaient. Alors voilà quelques partages, cadeaux. Assez banal, la sauge, les infusions sont utilisées pour les règles, mais aussi en décoction avec les racines, elle provoque les contractions et peut déclencher l'accouchement. D'accord. Moins commun maintenant, les crottes d'éléphant. Ils mangent 200 à 300 kg de végétaux par jour et n'en utilisent que 5%. Tout le reste, c'est de la bouse. Dans ces bouses, il y a des petits morceaux de bois, on les récupère, on les brûle lentement, et les fumées font partir les moustiques. Ok. Mais ces mêmes petits morceaux de bois, prédigérés et rejetés par l'animal, si on les lave et qu'on les fait tremper dans de l'eau bouillie, ils ont une vertu calmante et même soignante sur tous les problèmes liés à nos propres tubes digestifs. De manière générale, nous comprenons que toutes les crottes dans le bush peuvent être réutilisées pour apporter des soins particuliers. Dernière information, fascinante pour moi vu ma crainte des reptiles, un buisson en particulier est réputé pour soigner toutes les affections liées aux morsures de serpents, y compris le terrible Black Mamba, le plus terrible de ses représentants. Fin de la balade et retour dans le parc. Pas de grande traversée des espaces désertiques aujourd'hui, on est un peu fatigué. On cible quelques sites, on verra bien ce qu'on y trouve.
Le premier ne nous déçoit pas. Bonne pioche. 3 éléphants adultes de très belle taille sont en train de se rafraîchir. Et nous sommes totalement seuls. C'est un point d'eau circulaire, une légère dépression dans laquelle subsiste le précieux liquide avec, au milieu, une touffe arborée. Tout autour, un paysage de savane et de nombreux ruminants. Nos 3 amis sont là, sous le soleil brûlant de ce début d'après-midi. Notre présence paraît incongrue. Elle l'est en fait. Nous restons là, témoins de cette scène, pendant la moitié d'une heure. Silence total. Et alors que l'un de ces géants vient, peu à peu, paisiblement mais sûrement vers nous, nous le retirons, tout doucement, sur la pointe des pieds. Plusieurs kilomètres après, nous pénétrerons sur un chemin dont nous comprenons qu'il est peu fréquenté, l'état de la piste étant en lui seul un antidote. Au bout du passage, 7 kilomètres plus tard, une vision vraiment satisfaisante. Nous avons fait un bond dans le monde perdu de Spielberg, la végétation est plus dense, les reliefs plus travaillés, on voit et on ne voit pas. Ce que l'on voit, ce sont les têtes qui dépassent au-dessus ou à l'intérieur même de cette canopée africaine. Des girafes, une troupe entière se détend et mange avec patience des feuilles dodues et d'autres plus pointues. Elles semblent flotter et avancent de leur démarche légère, traversent les espaces vides à leur rythme paisible. C'est magnifique, c'est beau et c'est intime.
Et puis on rentre. Retour vers la sortie du parc, surprise fabuleuse. À notre droite, quelques éléphants, un bébé, de l'autre côté de la route même. Sortant d'une trouée que l'on n'avait pas remarquée, le reste d'un troupeau, entre 15 et 20 bêtes, qui s'agglutinent, se collent, s'ébrouillent, et qui passent juste devant nous, juste devant le capot de la voiture. On en oublie presque de filmer. J'ai pas vu. Ah ouais, encore. La famille complète qui passe juste devant la voiture. Ça fait un peu balisé quand même. Je sais pas combien ils sont, mais... Putain. Et voilà, quelle journée. On ne s'y attendait pas. On va retrouver notre camp pour notre 9e nuit namibienne, mais tranquillement. Il y a quand même deux choses invariables dans notre road trip. Les interminables lignes droites et la poussière. Nous redescendons vers le sud, en direction du massif du Waterberg. Tellement de routes aujourd'hui qu'il y a peu d'images, pas de film. Nous avons changé de décor cependant. Plus d'arbres, plus de végétation, plus de verre. Plus de ces grandes habitations et terrains qui servent de ranch pour les cultures et le bétail. Plus de villes, plus de villages. Et plus de game farms. Visite de l'un d'entre eux justement, le Cheetah Conservative Farm. C'est un peu loin dans une vallée de montagne, c'est joli, mais ça fait beaucoup de kilomètres pour un cul-de-sac. Un plein de 4x4 plus tard, nous allons rejoindre notre lieu de campement. C'est un peu sauvage, dans la brousse totale, nous nous sentons bien. Put two in his chest, he'll never say a word no more. Oh, he'll never say a word no more. The devil got him good for sure. Ain't got no place to call home, only chains and broken bones. Ain't got no place to call home. So come on, Lord, won't you take me now? Ain't got no place to call home, only chains and broken bones. Pour une fois, nous avons vraiment le temps de préparer et d'organiser notre soirée. Peut-être, avec le temps, nous sommes plus organisés ou plus prévoyants. Mais ce soir, nous allons pouvoir préparer un bon barbecue. Ça fait aussi partie de la culture ici. Vivre en nature, vivre avec la nature, vivre dans la nature. Nous aurons très froid cette nuit, mais pour l'instant, l'atmosphère est vraiment agréable. Et nous avons des visiteurs. Ombre dans les taillis, babouins, porc épic. Nous ne sommes pas les seuls à aimer le barbecue. Gonna make me a free man. The devil's gonna set me free.
Et alors que nous sommes allongés sous notre tente, nos yeux se ferment et se souviennent de tous ces paysages d'Afrique. La musique, les cris et les chants de la nature augmentent à mesure que tombe l'obscurité. Nous sommes décidément bien dans cette 10e nuit namibienne. C'est notre dernière matinée et nous allons prendre le temps. On a prévu une randonnée dans ce massif superbe à la flore et à la faune si présente. Il fait un temps splendide. Et malgré la chair de poule cette nuit, la chaleur revient vite et se stabilise pour nous accompagner dans cette belle balade. Au rocher. Cette balade parce qu'il y a de l'ombre partout. Ouais. Le Waterberg, c'est un écrin de verdure, suspendu au-dessus de la savane, mêlant nature, histoire et mystère. Il s'agit d'un plateau de grès rouge qui surgit brusquement des plaines environnantes, formant une véritable forteresse naturelle à l'ambiance plus tropicale et boisée, très différente du reste du pays, des paysages ouverts d'Etosha ou du désert du Namib. C'est un plateau tabulaire, long d'environ 50 km et culminant à 1900 mètres d'altitude. Il domine les plaines de l'Otjonzode-Zujupa, et ses falaises rouges de grès et de conglomérats lui donnent un aspect monumental et presque mystique. Le nom vient de l'allemand, Wasserberg, montagne d'eau, en raison des sources et de l'humidité retenues sur le plateau, qui reçoit plus de pluie que les plaines environnantes. C'est un site à part en Namibie, idéal pour marcher, observer et se ressourcer tout en découvrant un autre visage du pays. C'est aussi un lieu historique et culturel, car il a été le théâtre de la bataille de Waterberg en 1904, entre les troupes coloniales allemandes et le peuple Herero. C'est donc un lieu chargé de mémoire, aujourd'hui, commémoré sur place, encore.
Ça, c'est marrant. Les acacias. Si un acacia commence à se faire manger par une girafe, il dissémine une espèce de toxine dans l'air. Les autres acacias autour remarquent cette toxine et sécrètent à leur tour une nouvelle toxine qui rend incomestible leur truc pour les girafes. T'as mal? Oui. Coco. Coco. Et voilà, les meilleurs moments ont une fin. Et c'est sur cette randonnée, en pleine nature, que nous terminerons ce magnifique voyage. Encore un peu de route pour l'ultime étape nous rapprochant de Windhoek et l'aéroport. Nous aurons parcouru plus de 2500 km pendant 12 jours et emporté avec nous autant de souvenirs merveilleux. Il est temps de rassembler nos affaires, profiter encore d'une soirée africaine et de fermer les yeux sur notre toute dernière nuit namibienne. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens.
singes ou l'Amazone. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage.